Bonjour les copains et les copines. Alors nous avons un nouveau live ce soir avec deux personnes que j'aime particulièrement beaucoup, qui travaillent à Brest, qui sont infirmiers, qui travaillent au service de tabacologie et qui ce soir nous retrouvent. Bonsoir Christelle. Christelle, tu es infirmière tabacologue. Bonsoir à Daniel, qui est infirmier addictologue. Donc on a deux casquettes ce soir. Je vous laisse dire quelques mots, vous présenter. Ici. Bonsoir, donc Christelle, je suis infirmière tabacologue effectivement à la consultation hospitalière au CHRU de Brest depuis bientôt 12 ans. Super. Et bonsoir Françoise, bonsoir à tous. Je suis Daniel, je suis infirmier addictologue et donc moi je travaille à la fois sur la consultation de tabacologie et à la fois sur un CLAPA qui est situé sur le CHU de Brest également. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer les premières questions. Alors, on vient de passer une période de confinement un peu compliquée. Est-ce qu'il est toujours possible de consulter un tabacologue en ce moment ou pas? Alors oui, c'est toujours possible. Enfin, disons que c'est à nouveau possible pour ce qui est du CHRU de Brest. On a repris les consultations le 11 mai, à la fois en présentiel, mais de manière plus limitée, et aussi en consultation téléphonique et ou en visioconférence. On est aussi en train de préparer tout ça. Pour les autres établissements, ça dépend un petit peu. De manière générale, les consultations, elles sont toujours possibles. Et puis, il y a toujours Tabac Info Service au 3989 qui est toujours là pour accompagner les fumeurs. Et je ne fume plus. Et Breton-moi son tabac, qui sont les Bien groupes évidemment. en ligne. Alors, Voilà. on a une question. Alors, je démarre les questions parce qu'on en a plein ce soir et qu'on n'a qu'une heure pour parler de tout ça. Alors, on va rester dans l'ambiance confiné, déconfiné. Hein, c'est pas évident pour nous. Actuellement, nous dit une copine, on doit porter des masques, parfois plusieurs heures d'affilée. C'est vraiment pas facile. Comment on fait pour ne pas être en manque de nicotine malgré tout quand on a l'habitude de prendre des pastilles ou de vapoter? Alors effectivement, lorsqu'on prend des substituts oraux, alors en général on a aussi des patchs. Alors ça peut être de jouer sur le dosage des patchs et l'augmenter un petit peu si vraiment on en prend beaucoup de substituts oraux, ou si l'on vapote un certain nombre, 2 fois par jour. Sinon pour tout ce qui est substitut, effectivement, au moment du changement de masque, parce que quand même la majorité des masques doivent être changés au bout de 3-4 heures, c'est l'occasion d'en prendre. Ou sinon, de toute façon, on découvre très vite qu'on apprend à manipuler aussi ce fameux masque et que ça nous arrive à tous, surtout en ces beaux jours que nous avons actuellement, de boire un verre d'eau ou autre. Donc, de bien prendre son masque par la petite aussi glisser une pastille. Voilà, ça peut être des petites solutions. D'accord. Alors, vous travaillez depuis des années tous les deux avec des personnes qui arrêtent de fumer, hein, qui essayent d'arrêter de fumer. Vous recevez plein de monde dans le centre de tabaco de Brest. Alors, on a une question pour vous en quelques mots. C'est quoi les points clés, les points les plus importants pour vivre un arrêt du tabac le plus confortable possible, ou en tout cas le moins inconfortable possible? Alors, on sait que c'est toujours un peu compliqué, effectivement, le sevrage tabagique, mais un des points clés, c'est effectivement d'être un petit peu au clair avec ses motivations, ce pourquoi on veut arrêter de fumer. Quelque chose qui va être important aussi, c'est d'avoir un traitement de substitution, une substitution au sens large qui va permettre de pas avoir ce manque physique qui est souvent un peu, justement, très inconfortable. Il y a l'activité physique qui est très importante aussi dans l'arrêt du tabac. Après, on peut aussi informer son entourage ou pas, selon un peu les relations qu'on a avec. Parfois, ça va être aidant, parfois, ça va l'être un petit peu moins. Et puis, rapidement, on va pouvoir identifier aussi ce qui se dégage, des points positifs qui se dégagent de ce sevrage, le goût, l'odorat, le souffle, etc. Ok, merci beaucoup. Alors, une autre question. Et ça, c'est une question qu'on voit très souvent et qu'on entend très souvent. Quand on arrête de fumer, on a le choix
on peut prendre de la nicotine sous diverses formes, on va y revenir tout à l'heure. On peut aussi arrêter avec la dinde froide, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire sans prendre de substitut. Pas mal de gens qui prennent des substituts s'entendent dire par leur famille, par leurs amis, « Ouais, mais tu prends de la nicotine, tu prends un patch, c'est comme si tu fumais encore. Hein. » Est-ce que c'est moins bien d'arrêter en prenant des substituts? Est-ce que ça va durer plus longtemps? Est-ce que on arrête quand même de fumer, même si on se colle des patchs, qu'on vapote, qu'on prend des Nicopas ou autres substituts oraux? Est-ce qu'il y a une différence dans la qualité du sevrage? Alors, il n'est pas question de bien ou de mal d'ailleurs, mais plus de confort dans son sevrage avec les substituts nicotiniques. En prendre, les études nous disent que on a peut-être moins de risque de rechute, mais surtout, lorsque l'on prend des substituts ou un autre traitement d'aide au sevrage tabagique, on a arrêté de fumer quel que soit le temps que l'on prend ce traitement. Le jour où on arrête de fumer sa dernière cigarette, c'est ce jour-là qu'on a arrêté de fumer. Il n'est plus du tout de question d'être fumeur ensuite, que l'on prend ou pas de substitut. Donc, il ne faut absolument pas s'en priver. Cela peut permettre un sevrage plus confortable. Ouais, on arrête de fumer, mais on grossit. On prend combien de poids environ en arrêtant de fumer? Alors, il y en a qui vont en perdre, il y en a qui vont en prendre. En moyenne, alors si on veut vraiment le chiffre exact, en moyenne, un fumeur, il va prendre à un an de sevrage 4,670 kilos. Mais c'est une moyenne. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une moyenne. Il y a un seul moyen qui est vraiment prouvé pour ne limiter cette prise de poids, c'est l'activité physique. On a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc c'est pas une obligation et la prise de poids n'est pas majeure, même si on a tendance à compenser. Mais on en parlera tout à l'heure. Je vais annoncer autre chose. Alors, on arrête de fumer, c'est très bien, on est content. Mais beaucoup de gens nous disent, ouais, attends, on m'a vendu que j'allais respirer là comme une petite fleur là, que j'allais avoir des poumons au top. Puis depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai pas l'impression de super bien respirer, voire même, c'est même un peu plus difficile. On récupère vraiment de la capacité pulmonaire ou quand on a fumé 10, 15, 20 ans, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a une vraie récupération de cette capacité? Alors, on va récupérer du souffle, mais par rapport à la capacité pulmonaire, à partir de 25 ans, on perd tous de la fonction respiratoire. Chez les fumeurs, il faut savoir que cette fonction respiratoire va se dégrader beaucoup plus vite que chez le non-fumeur. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à partir du moment où il arrête, il va retrouver la même courbe de baisse de cette fonction respiratoire qui existe chez tout le monde, mais du coup qui va retrouver le même niveau que le non-fumeur. Par contre, il ne récupérera pas, on va pas mentir, il va pas récupérer tout ce qu'il a perdu. Ok. Alors on parle de cette respiration. On a aussi des symptômes qui sont liés à l'arrêt du tabac. Et on en a plein sur le groupe et sur tous les groupes. Tout le monde en parle tout le temps. Alors, je ne vais pas vous faire la longue liste des symptômes de l'arrêt du tabac, mais c'est quoi les principaux? À quoi il faut s'attendre? Et surtout, combien de temps ça dure? Parce que c'est la question qu'on a, nous, les défumeurs. Ok, je veux bien avoir des petits soucis quand j'arrête de fumer, je veux bien être fatiguée, je veux bien être constipée, je veux bien mal dormir. Mais purée, ça dure combien de temps ce truc? Alors, c'est très variable d'un sujet à l'autre. Ça va aussi varier selon qu'il y a un traitement ou une substitution qui accompagne le sevrage. Les traitements les symptômes les plus classiques, ça va être ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire les pulsions vraiment on dit irrépressibles de fumer. Ça va être en effet des problèmes de transit comme tu disais, ça va être des problèmes de sommeil, de la nervosité, etc. Il n'y a pas vraiment de durée limite en fait de ces symptômes. Tu es en train de me raconter que ça peut durer 6 mois ou 1 an?
Parfois, ça peut durer 6 mois ou un an, évidemment, ça dépend un peu du contexte, mais globalement, elle s'estompe avec le temps. Et quand même, ce qu'on observe, c'est plus la substitution, elle est bien dosée et bien accompagnée, et mieux se feront comment dire, l'espacement des symptômes, la disparition, pardon, des symptômes. Mais c'est vrai que c'est des petits tracas, mais qui, avec l'expérience, qui sont vite oubliés également. Ouais, tout à fait. Okay. Mais c'est sûr que c'est pas forcément un chemin de santé, ça faut pas mentir non plus. Hein. Ouais. Mais globalement, ça se passe quand même très bien. Ouais. Combien de temps la nicotine met à partir du corps? Alors, y a des gens qui disent oui, mais quand tu arrêtes de fumer, la nicotine, ça dégage au bout de 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 15 jours. On entend tout et n'importe quoi. Si on arrête de fumer et si on ne consomme pas de nicotine, au bout de combien de temps on n'a plus de nicotine dans notre corps? 24 heures après l'arrêt du tabac. On n'en a plus. Donc, on se fait du bien tout de suite. C'est hyper rapide. Donc, ça vaut vraiment le coup d'arrêter. Ouais, Oui, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Très rapide. Oui. Ah, c'est génial. Mais bon, est-ce que pour autant nos récepteurs nicotiniques, ils ne demandent pas pitance? Alors, la nicotine disparaît. Je n'ai pas dit que le circuit nicotinique, lui, s'endormait en 24 heures. Il va mettre effectivement plusieurs semaines et des fois plusieurs mois chez certains patients pour s'endormir. Je dis bien s'endormir, donc ça veut dire qu'il peut se réveiller si jamais on craque à nouveau pour des cigarettes. Ce qui peut expliquer pourquoi des patients vont reprendre même après 20 ans d'arrêt. Ce qui veut comme dire, si c'était hier. Ouais, ce qui veut dire très clairement que c'est pas parce qu'on n'a plus de nicotine dans le corps qu'on n'a plus des récepteurs qui sont actifs et donc des envies de fumer. Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Les envies, elles sont normales. Ça veut dire quoi, normal? Que ça fait partie un petit peu du processus et puis que petit à petit on apprend d'une part à les identifier, à les reconnaître, et plus on les reconnaît, plus on les identifie, et mieux on sait les gérer. On sait que en moyenne là aussi les envies elles durent à peu près 4-5 minutes. Voilà, après les envies peuvent être aussi gérées de différentes façons. Ça peut être avec une forme orale de nicotine par exemple. Ça peut être aussi par une occupation qu'on va trouver à ce moment-là pour vraiment développer autre chose qu'on va pouvoir s'occuper en fait différemment de ce qu'on faisait par exemple avec une cigarette. D'accord. Alors, mais en tout cas, c'est vraiment important d'informer que les envies elles sont normales et il ne faut pas que ça fasse peur aux gens puisque ça fait partie un petit peu du processus. Ok. Alors, on a pas mal de copains-copines qui arrêtent de fumer et qui se retrouvent dans un univers fumeur. Une copine nous dit, moi je vois mon mari fumer. Bon, il fume des cigarillos, ça va encore, mais dès qu'il a un paquet de clopes, j'ai envie de lui sauter dessus pour lui les arracher et pour les fumer. Comment on fait quand on a un entourage qui clope et qui nous empêche qui ne nous protège pas quelque part, même s'ils vont sur la terrasse, même s'ils vont dans le jardin, ça sent le tabac, on a envie, on les voit, on dit purée, pourquoi lui et pas moi, hein? Moi aussi j'ai envie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son entourage? Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Alors, il y a des entourages qui sont aidants. Déjà, si le mari sort dehors, etc., ça peut aider. J'ai des patients qui me disent que leur conjoint reste fumer dans le salon, par exemple. Donc, voilà. Et donc, on va adapter effectivement à chaque situation. C'est pas les situations les plus faciles, hein, on va pas se mentir. Et il va donc falloir trouver des stratégies, identifier peut-être les moments où la personne va fumer, voir ce que nous-mêmes on peut faire d'agréable à ce moment-là, ce qu'on aime faire, voilà, s'occuper de soi, prendre soin de soi. C'est peut-être effectivement pas le moment de se mettre à faire du ménage ou la vaisselle ou autre alors que l'autre fait une pause. Et puis surtout, il faut aussi apprendre à comment je vis ma relation à l'autre sans la cigarette. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moments d'échange qui, lorsqu'on est tous les deux fumeurs dans un couple, c'est au moment souvent où on partage une cigarette, etc., qu'on va échanger par exemple des nouvelles de sa journée. Là, il va falloir trouver d'autres temps et d'autres moments et créer des nouveaux peut-être rythmes, des nouvelles habitudes.
ça demande du travail, c'est vrai. Donc voilà, ça va aussi, les entourages sont pas toujours aidants, donc ça va dépendre un petit peu de chaque parcours singulier de chacun. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, mais qui souhaitent diminuer. On en a aussi pas mal, notamment pendant le confinement. On avait des gens qui voulaient arrêter, mais qui ne réussissaient pas et qui voulaient diminuer. Donc on conseille à ces gens-là de prendre des substituts, hein, tout en continuant à fumer, d'augmenter les substituts progressivement en diminuant les clopes. Mais le fait de prendre un substitut réduit le fait de tirer fort sur ces cigarettes et a tendance à réduire nettement aussi le nombre de cigarettes. Donc on a des questions. Est-ce que je peux fumer avec un patch, par exemple, ou en ayant une vape? Et est-ce que vraiment prendre des substituts va pouvoir réellement m'aider à réduire ma consommation de clopes? Parce que si c'est Tata Françoise qui le dit, on se pose la question. On va demander au tabaco. Alors, pour ce qui est de fumer avec un patch, oui, on peut fumer avec un patch. C'est une ancienne, presque légende urbaine qui disait qu'effectivement, dès qu'on fumait avec un patch, on allait tomber par terre et dans d'atroces souffrances, etc. Donc non, on peut fumer avec un patch. Ça n'est pas dangereux de fumer avec un patch. Ce qui est dangereux, c'est de fumer tout court. Voilà, ça tout le monde. J'apprends rien à personne. Il y a d'ailleurs, au dernier congrès de la Société française de tabacologie, là, au mois de novembre dernier, il a même été dit, voire conseillé, qu'on pouvait conseiller justement un pré-traitement à la nicotine, c'est-à-dire vraiment accompagner le début de la démarche par des substituts sous forme de patch notamment, pour accompagner la démarche et le début de la... Voilà. Donc il n'y a pas de danger vraiment à fumer avec un patch. Trop de nicotine, ça va faire quelque chose que tous les fumeurs ont déjà connu, c'est-à-dire ça va faire une petite forme de surdosage à titre de mal de tête, donc de céphalée, à titre de nausée, d'impression d'avoir trop fumé. Mais c'est quelque chose qui est très transitoire et qui va pas être dangereux pour la santé. Voilà. Si, je lis les commentaires en même temps. Si, elle l'est, Tata Françoise, mais bon, faut m'y vérifier quand même. Bon. C'est ça, exactement. Alors, on arrête de fumer, on se colle des patchs, on prend une vape et on prend des substituts oraux. C'est sacrément bien, les substituts oraux, ça multiplie même les chances de réussite quand on a un patch. Jusqu'à combien je peux en prendre par jour, des pastilles ou des gommes? Parce que moi, j'ai tendance à les prendre comme des tic-tac, nous dit une copine. Alors en général, lorsqu'on a un patch, on prescrit entre 8 pastilles, 12 éventuellement par jour. Les recommandations disent de ne pas dépasser 30, mais après, ça va dépendre effectivement de l'association ou non. Certains patients qui n'utilisent que ça peuvent prendre des fois des quantités un petit peu supérieures. Ça peut être dérangeant pour certains, puisque avoir toujours une pastille dans la bouche, tout le monde n'aime pas. Donc après, on peut aussi jouer sur les dosages. Hein. Il y a du 1, du 1,5, du 2, du 2,5, du 4. Donc voilà, on peut aussi jouer sur les dosages pour peut-être diminuer le nombre si cela est désagréable. Le petit bémol, c'est qu'on peut devenir dépendant aux pastilles. Alors, il n'y a pas de danger à devenir dépendant aux pastilles, mais bon, sur le long terme, ça peut peut-être gêner certains au bout de 5-6 ans. Voilà. Mais il n'y a pas de danger particulier. Donc n'hésitez pas. Alors moi, quand j'ai arrêté de fumer, je prenais plus de 20 pastilles par jour, avec mes patchs. Oui. Et c'était... j'avais toujours une Nicopasse dans la bouche, c'était évident. Je faisais tout avec une Nicopasse. Je parlais, je faisais des réunions, je buvais du café avec mes Nicopasses, je faisais tout avec mes Nicopasses. Dès le matin, j'avais une Nicopasse dans la bouche et je m'endormais le soir avec ma pastille dans la bouche. Ouais. Mais pour autant, tu fumais pas, donc le et je ne fumais pas. De fait, on peut devenir accro, comme tu l'as dit, Christelle, c'est-à-dire que c'est pas facile de se séparer obligatoirement d'un substitut oral quand on a pris l'habitude sur des mois et des mois et des mois et des mois, voire des années. Ce qui est embêtant aussi avec les pastilles type Nicopasse, mais toutes les pastilles qui contiennent de l'aspartame, c'est que quand on en prend des grosses quantités, ça donne des ballonnements, des gaz très malodorants. Donc il faut prendre du charbon actif ou du carbolevure avec, parce que autrement on est vraiment dans des situations un peu genre je sens l'œuf pourri et j'arrête de fumer, ça ne le fait pas du tout et c'est très dur. Alors
On a Ouais. parlé des pastilles, maintenant les patchs. Mon patch me gratte. J'ai des Aïe, plaques aïe. rouges partout, ça me brûle, c'est Ouais. l'enfer. Que puis-je faire? Alors ça, moi, je l'avais appris avec Christelle quand j'avais été vous voir dans votre service. Ah, Ouais. et alors, qu'est-ce qu'elle avait dit, Christelle? Christelle, elle Alors, avait dit, essayer de mettre le patch sous le pied. d'accord. Donc ça peut être parce que sous le pied, effectivement, il y aurait moins de cellules allergisantes. Donc on peut tenter de mettre le patch sous le pied. Selon le patch que l'on met, on peut aussi tenter de changer de marque. Hein. Il existe 4 marques de patch. Alors, ça marche pas tout le temps, faut le reconnaître, mais chez certains patients, effectivement, ils m'ont dit, bah, cette marque-là, très très bien. Voilà, donc par exemple, quand Nicopatch a changé sa forme, certains patients ont fait des allergies au nouveau, on va dire, Nicopatch Ouais. libre, alors qu'ils n'en faisaient pas aux anciens. Donc, nous, on avait quelques patchs de l'ancienne version, on va dire, donc qu'on a pu leur donner pour finir leur sevrage. D'accord. Est-ce que vous avez une marque qui est moins allergisante que les autres? Que dans votre pratique, vous avez remarqué, il y a une marque qui donne moins d'allergie ou pas? A priori, nicotine donnerait moins d'allergie. Bon, personnellement, j'ai assez peu de patients qui prennent du nicotine en réalité, Ouais. donc j'ai pas suffisamment d'expérience pour le Nous, on a démontrer. remarqué que les patchs sur 16 heures donnaient moins d'allergie en général que les patchs sur 24 heures. Une thoracique, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mm. Ils sont plus... Et sous le pied, encore moins. Je veux dire, on a Oui. vraiment peu de soucis pour les patchs, moins de soucis en tout cas pour les patchs sur 16 heures qu'en 24 heures. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Alors, il va faire chaud, c'est l'été. Mon Il patch... fait déjà très chaud à Brest. Vous avez combien là? Dans la pièce, il fait au moins 50 degrés. Là, mais Alors, mon patch se décolle, comment je peux faire? Ça, c'est embêtant. Je travaille Alors, dans la restauration, tout ça, j'ai le patch ouais. qui se décolle. Comment on fait? Et puis en effet, on a aussi des patients qui travaillent dans des piscines et puis effectivement, il fait chaud, il va faire chaud, donc il n'y a pas vraiment de choses un peu miraculeuses quand il fait chaud. Alors ça peut être de renforcer avec un pansement transparent, ce genre de choses, mais qui souvent va se décoller aussi avec pareil la chaleur d'humidité ambiante. Mais alors ce qu'on peut conseiller, c'est éventuellement de finir la journée, de commencer quand même par mettre son patch, et puis éventuellement de finir la journée par des substituts oraux pour ne pas être sans substitution du tout. C'est vrai que c'est pas complètement satisfaisant parce que du coup ça fait comme une rupture un petit peu, mais en tout cas de commencer la journée avec un patch, ça donne déjà une sorte de plateau un petit peu dans le dosage de nicotine. On rappelle qu'il faut grosso modo 1h30 pour que le patch il agisse à taux plein. À l'inverse, quand on l'enlève, il faut à peu près aussi 1h30 pour qu'il redescende à un niveau égal à 0. Donc ça peut être ça. Et si vraiment on habite dans une région ou si on a un métier incompatible, on va dire, avec le fait de pouvoir se coller un patch, et ben ça peut être de prendre uniquement des formes orales, uniquement de la vape, voire pourquoi pas, et c'est aussi un très bon moyen de passer au Champix, donc à la varénicline, le médicament spécifique pour le sevrage tabagique. Voilà, sur prescription, là pour le coup médicale uniquement. Ouais. Alors il existe aussi dans les magasins de sport des sparadraps larges qui sont des sparadraps spéciaux pour faire du sport et qui tiennent bien et qui résistent à l'humidité. Donc ces sparadraps spéciaux, donc qui sont en vente dans les magasins de sport et pas dans les pharmacies, peuvent être collés aussi sur un patch, le couvrir entièrement, permettre donc d'aller à la piscine, et quand on travaille en cuisine, ça peut être aussi utile. Alors j'ai mon patch, il fait chaud, tout va bien. Est-ce que le substitut, l'apport de nicotine, quel qu'il soit, peut accélérer le rythme cardiaque? Parce qu'on a des postes, attendez, je fumais, j'étais cool et tranquille, maintenant je me colle votre patch là, votre patch que vous m'avez conseillé, et j'ai de la tachycardie, je suis sûre, là je prends mes battements cardiaques, j'ai de la tachycardie. Alors, est-ce que la nicotine des substituts fait augmenter le rythme cardiaque, oui ou non, plus que la clope? Alors, plus que la clope, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moins dangereux, ça c'est sûr à 100%. Souvent, quand il y a un surdosage, oui, ça peut arriver que effectivement, ça puisse faire accélérer le rythme cardiaque.
Après, si les choses durent et que vraiment on n'a pas autres symptômes de surdosage, ça vaut peut-être la peine d'aller faire un petit bilan pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de son rythme cardiaque avec un cardiologue. Voilà, ça fait jamais de mal lorsqu'on arrête de fumer. Donc, un substitut n'augmentera jamais le rythme cardiaque comme une clope, ça c'est sûr, comme l'a dit Christelle. Hein. Faut même pas rêver. Hein. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en substitut, vous n'aurez pas le pic apporté par la fumée de tabac, donc vous n'aurez pas l'accélération cardiaque, ça c'est évident. Même si on a les petits soucis de la défume, où on a aussi des impressions parce qu'on stresse, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on angoisse, et puis parce que du coup on entend plus les bruits de son corps aussi, on fait plus attention. Alors, Bien sûr. On a pas mal de gens, et notamment pendant le confinement, qui ont eu des envies de fumer. Ce sont des gens qui sont substitués, qui avaient baissé progressivement leur substitution. Vous savez comme moi que la défume, c'est du temps, il faut du temps. On y va tout doucement pour baisser. On n'est pas en train de se dire, purée, je me le colle ce patch pendant 15 jours, après j'arrête complètement parce que ras-le-bol, je veux être libre. Hein. Parce qu'on est encore dépendant au tabac 15 jours après. Faut pas rêver, ça va pas comme ça, ce truc-là. Et donc, on a conseillé à ces personnes de réaugmenter leurs substituts pour les rebaisser plus tard, progressivement. Et donc, on a des gens à qui on conseille souvent, réaugmente tes substituts. Ouais, mais si je réaugmente mes substituts, je fais marche arrière. Je suis en train de casser quelque chose, j'étais en train de baisser. Est-ce que c'est vraiment un souci de réaugmenter des substituts à certains moments dans le sevrage tabagique ou pas? Non, comme tu l'as dit, la défume, c'est un processus qui est long. Donc, s'il faut parfois réaugmenter pour être plus confortable, et ben franchement, c'est pas gênant. Dans la mesure où sur le plan physique, la nicotine, elle est bien tolérée. C'est ça, c'est la tolérance en fait qui fera qu'on monte ou qu'on descend. En l'occurrence, là, qu'on peut monter. Donc, si c'est bien toléré, c'est pas gênant d'augmenter temporairement, y compris même au bout de 18 mois, 2 ans. Hein, s'il y a besoin, il y a besoin. Voilà. Après, au bout d'un moment, peut-être ça peut être quand même intéressant de faire des essais, de baisser un petit peu. Et puis, mais vraiment, faut savoir prendre son temps et puis s'écouter, en effet, comme tu disais aussi. Hein, Alors, le corps, il sait finalement. Bien sûr. On a une copine qui nous demande justement, elle nous dit, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer et je suis toujours au même taux de nicotine, j'arrive pas à baisser. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est grave? Alors, ce n'est pas grave, mais après, on peut se poser la question de pourquoi. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui bloque? Et ça, je crois que ça peut te prendre un petit peu de temps. Ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à ça. Pourquoi je n'arrive pas à baisser? On a, nous, des patients qui, effectivement, les diminutions, c'est compliqué. Ils sont bien, donc on ne voit pas pourquoi ils vont aller baisser. Voilà. Et donc, on essaye de réfléchir un petit peu avec eux à tout ça. Quels sont les freins? Souvent, moi, j'ai tendance à proposer la baisse, mais je fais 2 ordonnances. Je garde le dosage initial, je fais le dosage inférieur et je dis, vous testez. Si ça se passe bien, c'est que vous étiez prêt. Et si vous voyez que ça colle pas, vous gardez le dosage initial et puis on en reparle dans 1 mois ou 2. Mais je crois qu'il faut il faut accompagner chacun et essayer d'un petit peu de comprendre qu'est-ce qui me retient à cette nicotine, tout simplement. Voilà. Mais si quelqu'un a envie de consommer, de continuer à prendre de la nicotine sous des formes qui sont des formes non fumées, comme des substituts oraux, comme une vape, comme des patchs, en tout cas consommer de la nicotine parce que ça lui apporte, il se concentre mieux, parce que quand la personne essaye d'arrêter, il y a le moral qui flanche, parce que ça lui va bien comme ça, tout compte fait. Est-ce qu'il y a un souci à consommer de la nicotine sur plusieurs années ou pas? Non. Non, à notre connaissance, non. Il n'y a pas de limite. C'est toujours pareil, comme disait Daniel, du moment que c'est bien supporté, il n'y a pas, à notre connaissance, de limite à ça. On a des patients qui nous décrivent de prendre de la nicotine depuis des années et chez qui il n'y a pas de souci particulier. Et qui ne fument pas. Et qui ne fument pas, et c'est ça le principal. On connaît aussi plein de tabacologues qui prennent de la nicotine depuis des années et des années et des années. Hein.
Donc, Tout à fait. Il Mais y on en ne a. donnera pas de nom. on ne donnera pas de nom. Et donc, ils y trouvent certainement un intérêt. Donc, Tout à fait. vous pouvez prendre de la nicotine, ça ne va pas vous faire mourir. Vous n'êtes pas obligé Non. d'avoir la dictature. Et la copine qui nous dit que son médecin veut absolument lui faire baisser, mais qu'elle n'est pas prête, eh ben, tu n'es pas prête, point. Et si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Il faut arrêter de Voilà. se poser la question. Oui. L'important, c'est d'arrêter de cloper, c'est pas d'arrêter de prendre de la nicotine. Je vous ai Non. mis hier un article sur tout ce qui se pensait autour de la nicotine. Vous avez été nombreux à le lire et à réagir. Donc c'est vraiment intéressant cette question-là. Alors, est-ce que le fait de prendre des substituts, alors, la copine dit, je ne sais pas si ma question est bête ou pas, est-ce que le fait de prendre des substituts fait qu'on a plus de chances d'arrêter de fumer à long terme ou pas, de tenir son sevrage ou pas, ou est-ce que c'est chacun fait comme il peut et que les chances sont égales? Ben, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la personne, elle a également arrêté. Donc, c'est un peu ce qu'on disait il y a 2 minutes. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. La personne arrête, c'est ça qui est important. Après, il y en a qui arrêtent sans substitut, d'autres qui en prennent. Alors, effectivement, ça peut permettre d'augmenter les chances d'en prendre et de pas rechuter. Maintenant, si au bout de 42 jours, on est toujours en lutte, en effet, pour ces envies-là, les substituts, malgré tout, peuvent rendre ça un petit peu plus confortable. Et puis, en tout cas, il n'est jamais trop tard pour en prendre. Si c'est une lutte permanente, on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans le Donc, plaisir. j'arrête sans substitut, je tiens 3 mois, mais je tiens plus parce que je vais péter un câble. Je peux prendre un substitut. C'est pas parce que j'en ai pas pris pendant 3 mois que je peux pas prendre. Parce que justement, j'ai mes récepteurs qui sont toujours actifs, même si j'ai plus de nicotine dans mon corps. Voilà. Et puis ça revient toujours à ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est toujours mieux de reprendre un Nicopass, un patch ou quoi que ce soit au bout de 3 mois que de prendre une cigarette. On va passer à la... Et même si au bout de quelques... Oui, vas-y, Même si au bout de quelques années, on reprend une cigarette, souvent moi j'ai dit aux patients, ça ne veut pas dire que c'est fichu, mais n'hésitez pas, si les envies reviennent très vite, d'aller à la pharmacie et de reprendre rapidement des substituts. D'accord. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci, aucun problème là-dessus. D'accord. Donc, substitut open bar. On a bien compris, la nicotine, c'est ma copine, je peux en prendre des années, je suis contente, tout va bien. Bon, la vape maintenant. Il y a dédramatisé. Alors, on va parler vapotage. On a quelques questions sur le vapotage. Sur notre groupe, nous avons des vapoteurs, des personnes qui arrêtent de fumer avec cet outil. Donc on a 3 questions et une qui vient de tomber là dans le fil des personnes qui regardent le live. Je suis enceinte. Est-ce que je peux vapoter? Est-ce que je peux mettre un patch? Est-ce que je peux prendre des pastilles? Est-ce que je peux conjuguer les 3? Alors, il y a des points de vue divergents sur la question. Vapoter, c'est pas un produit neutre. Alors, en tant nous qu'infirmières tabaco, c'est vrai on suit les recommandations et les avis de la Société française de tabaco qui dit que chez la femme enceinte, elle recommande pas le vapotage. Par contre, les patchs et les formes orales peuvent être utilisés chez la femme enceinte, avec comme bémol, c'est que l'on va utiliser des patchs sur 16 heures et non pas des patchs sur 24 heures. Pourquoi sur 16 heures, les patchs chez la femme enceinte? Alors parce que on part du principe de précaution, que donc la femme enceinte elle fume pas la nuit et que donc pendant ce laps de temps, donc, son bébé n'aurait pas été en contact de la nicotine. Donc on part du même principe de précaution et on évite qu'elle reçoive de la nicotine la nuit. Voilà, tout simplement. Alors, mais c'est vrai que oui. Il y a eu des études récentes sur la vape et les femmes enceintes, je les ai postées, avec quand même des éléments extrêmement favorables. Il y a encore une étude qui est sortie cette semaine qui concernait un nombre important de femmes enceintes avec des considérations dont on prendra sans doute compte dans les semaines ou les mois à venir. Mais il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment sur ce sujet-là. Est-ce que c'est dangereux de vapoter longtemps ? Et est-ce qu'il y a un âge pour se mettre à la vape? Alors, on a une copine, elle habite à Brest d'ailleurs, qui a plus de 70 ans, qui a arrêté de fumer.
que je félicite vraiment. Et, Tout à fait. et elle a arrêté avec la vape. Elle se trouve très bien avec sa vape, elle ne fume plus du tout. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'arrêter avec la vape à 70 ans? Et est-ce que c'est dangereux de vapoter longtemps? Alors, pour ce qui est de l'âge, en fait, l'âge légal, en fait, pour acheter du matériel et liquide, etc., c'est 18 ans pour les boutiques. Pour l'âge maximal, bah, il n'y a pas d'âge. Là encore, elle a arrêté de fumer, donc bravo à elle. Et après, est-ce que c'est dangereux de vaper longtemps? Bah là, c'est pareil, on va se calquer, nous, infirmiers, sur les recommandations de la SFT, donc la Société francophone de tobacco, qui conseille de limiter la consommation dans le temps. La durée n'est pas vraiment réellement chiffrée, parce que c'est pas un produit neutre. Voilà. Donc nous, on accompagne vraiment les patients dans ce sens-là. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que de toute façon, l'usage exclusif de la vape doit être quand même privilégié par rapport à un usage Mixte. de vape plus mixte qui n'a pas d'effet positif pour la santé. Alors, on a un copain qui a une BPCO et qui a réussi à arrêter de fumer. On le félicite, bravo Jean-Luc. Ouais, bravo. Et Ouais. qui utilise la vape. Et du coup, il dit, mais est-ce que je peux utiliser une vape alors que j'ai une BPCO? Alors, de toute façon, dans la BPCO, le premier traitement, c'est l'arrêt du tabac. Donc déjà, faut arrêter de fumer, ça c'est vraiment impératif. Alors après, pour ce qui est vape et BPCO, à ma connaissance, j'ai pas d'éléments particuliers ni dans un sens ni dans l'autre. L'important c'est qu'il ait arrêté de fumer et puis il verra aussi très vite de toute façon quelle va être la répercussion du vapotage sur sa BPCO et s'il a ou pas des signes particuliers dus au vapotage. Je crois que c'est lui qui très vite verra. Mais je pense que rapidement, avec son pneumologue, il aura des bénéfices à avoir arrêté de fumer. Et c'est vraiment ça. C'est le premier traitement de la BPCO, c'est vraiment l'arrêt du tabac. Donc voilà. Alors C'est ce qu'il Jean-Luc, faut viser. on a des études sur l'effet de la vape et la BPCO à long terme, hein, avec 2 suivis de cohortes qui ont été faites par le docteur Polosa et qui ont donné lieu à des publications scientifiques. J'ai fait des retours de ces études-là sur le groupe Je ne fume plus. Je vais les remonter pour que tu les vois, parce que c'est vraiment des suivis importants avec 2 questions. La première question, c'est l'asthme et le vapotage. Et la deuxième question, c'est la BPCO. Donc avec les mesures spirométriques avant, pendant et au bout d'un an de vapotage. Donc c'est des choses qui sont importantes. Il a eu un prix là-dessus, donc ça c'est bien. Par contre, comme le dit Laurent, et il a raison, il faut éviter en cas de BPCO les liquides avec plus de 50% de VG, donc de végétol, et vaper sur des résistances hautes en valeur et une puissance modérée. Donc je reprends le commentaire de Laurent qui est tout à fait juste. On ne va pas prendre voilà. Alors comment il va distinguer les effets du vapotage et ceux du sevrage? Jean-Luc, on le voit bien, il nous dit j'étais au stade 3 et là je suis revenu au stade 2. Voilà. Il a les effets. Bravo Jean-Luc, on est fiers de toi. Yes, yes, super. Bravo. Donc voilà les effets. Alors maintenant, on va passer aux autres méthodes. Est-ce que l'hypnose est une bonne méthode pour arrêter de fumer? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de validation scientifique pour dire que l'hypnose, c'est une méthode intéressante. Pour autant, c'est une méthode que nous, on utilise ici à Brest, par exemple. Dans le cadre de la consultation, on a une sophrologue qui fait des séances d'hypnose. Donc, c'est pas parce que c'est pas validé scientifiquement que c'est pas bien. Et en effet, c'est un moyen complémentaire de pouvoir arrêter de fumer. Le seul bémol qu'on y met, c'est effectivement parfois le prix des séances d'hypnose. Attention aux arnaques, en fait, de pas payer plus de 100 €, même à une séance. Voilà, il n'y a pas de garantie de résultat, comme aucun traitement d'ailleurs en tobacco de toute façon. Mais c'est juste ce bémol-là. Mais c'est un outil, ça, c'est un accompagnement qui peut être intéressant. Quand j'ai été dans votre service, et Dieu sait si j'aime bien aller vous voir, oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, à Brest même,
j'ai rencontré une personne qui pratique dans le service de la tabaco de la sophrologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce que ça peut apporter à vos patients et pourquoi vous avez invité une sophrologue à venir dans le service? Lorsqu'on arrête de fumer, lorsqu'on fume, il y a 3 dépendances. On a parlé beaucoup de la dépendance physique, on va dire avec la nicotine. Il y a la dépendance comportementale et psychologique. Et là, effectivement, ça va gérer plus tout ce qui est envie et tout ce qui est gestion des émotions. Et la sophrologie va proposer une palette d'outils intéressants dans le cadre de la gestion de ses émotions. Souvent, le fumeur, quelle que soit son émotion, positive ou négative, il va fumer une cigarette. Et lorsqu'il arrête de fumer, les émotions continuent et heureusement. Et du coup, souvent, il sait pas faire. Il n'a pas appris parce qu'il a souvent commencé à fumer jeune. Et donc là, nous, en tout cas, on offre effectivement à la consultation cette possibilité-là d'apprendre à gérer autrement, de faire autrement et sans produit, à gérer ces émotions-là. Donc, ça demande plusieurs séances quand même, hein. Et puis aussi un petit travail à la maison de façon à pouvoir utiliser ces outils dans son quotidien ensuite. Et ça sert pour tout, hein. En étant non-fumeuse, j'ai testé les séances et ça marche pour plein de choses. Bon, la prochaine fois, je me tape une séance de sophrologie chez vous. Je crois que ça me fera du bien aussi. Alors, avec plaisir. En plus, elle est super sympa. Alors, on a autrement beaucoup de questions, de posts sur les plantes, l'homéopathie, les fleurs de Bach, tout ce qui nous est proposé comme aide supplémentaire à l'arrêt du tabac. Bon, allez, ça marche pas, ça peut aider, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, ça marche pas, c'est compliqué à dire. Pareil, pas de validation scientifique, on se base là-dessus. Maintenant, si ça aide les patients, très bien. Il n'y a pas de souci, on n'est pas contre. Pour ce qui est de l'homéopathie, jusqu'à il y a un mois, là, on avait une des médecins qui travaillait chez nous, qui vient de partir, qui était médecin homéopathe et qui donc proposait régulièrement aux patients de l'homéopathie en plus de la substitution, en plus de l'accompagnement. Voilà. Et nous, on a vraiment le côté validation ou pas scientifique, mais c'est pas pour ça qu'on le fait pas. Personnellement, les fleurs de Bach, je connais pas très bien, donc je sais pas très bien. J'ai pas eu de retour non plus de patients là-dessus, mais en tout cas, je me vois pas dire à un patient ne prenez pas de fleurs de Bach. Si ça aide en plus du reste, c'est très bien. Tout à fait. Moi, je dis même si on suce des noyaux de cerise, l'important c'est d'arrêter. Voilà, tout à fait. On y revient toujours. Tout à fait. Alors, on va parler des bobos. Alors, Christelle et Daniel, nous avons des bobos. Les gencives qui saignent. En début de sevrage, c'est la galère. Est-ce que c'est normal et comment faire pour que ça passe? Alors, c'est vrai que, déjà, premier point, les substituts oraux peuvent être à l'origine de ces saignements. Ça peut arriver. Donc ça, il faut le savoir. Donc, dans ces cas-là, ça vaut peut-être le coup de les arrêter. Après, il faut aussi savoir qu'effectivement, lorsque l'on fume, le fait de fumer va masquer ces signes-là. J'ai envie de dire, chez tout le monde, la gencive peut saigner, peut faire un peu mal. C'est souvent d'ailleurs le signe qu'il est peut-être temps de prendre rendez-vous chez son dentiste. Mais le fait de fumer, la dégradation va se faire, mais j'ai envie de dire à bas bruit. Sans bruit, sans signe de ce type-là. Et lorsqu'on arrête de fumer, souvent ces signes-là peuvent apparaître effectivement rapidement chez certains, mais c'était un problème qui existait auparavant et qui ne fait que se révéler au moment de l'arrêt du tabac. Donc, chez tout le monde, il est conseillé de faire un bilan vraiment chez son dentiste lorsqu'on arrête de fumer. Puis ça permettra de faire un bon détartrage, d'avoir des dents toutes blanches et d'être content de les garder blanches parce qu'on aura arrêté de fumer. Alors, on a des questions en direct. La fatigue de l'arrêt du tabac, ça c'est John nous demande, c'est normal. Pourquoi on est si fatigué que ça? Moi, j'étais crevée quand j'ai arrêté de fumer, mais crevée, mais épuisée. Ça modifie un petit peu tout le rythme
24 heures sur 24 d'arrêter de fumer, puisque ça change les habitudes. On était à avoir des moments où on fumait. Ça peut perturber le sommeil également, que ce soit dans l'endormissement, dans les réveils fréquents la nuit, etc. Donc tout ça, ça peut fatiguer. C'est des choses qui sont généralement transitoires. Si on s'arrête avec une substitution par patch, par exemple, ça peut arriver qu'en effet, c'est un effet secondaire assez connu, très connu du patch, ça peut altérer le sommeil. Donc si au bout de 3-4 jours de patch, on sent qu'on est vraiment fatigué parce qu'on a mal dormi après le patch, ça vaut le coup de diminuer, voire de l'arrêter si vraiment c'est problématique. Mais effectivement, ça perturbe d'arrêter de fumer. Temporairement, mais tout ça c'est des choses assez temporaires et qui petit à petit se régulent avec le temps aussi. Parfois il peut y avoir besoin, on parlait d'homéopathie par exemple, mais pourquoi pas de l'homéopathie pour améliorer un petit peu le sommeil, pourquoi pas de la mélatonine pour améliorer le sommeil, ce genre de choses, voire d'aller voir son médecin traitant pour vraiment faire un point si vraiment ça devient problématique voire chronique. Ok. Et alors on a d'autres questions. Pourquoi on a plus de gaz quand on arrête de fumer? Alors, si on utilise les substituts oraux, effectivement, les édulcorants de synthèse qui sont contenus dans le produit peuvent occasionner cette gêne-là de gaz. Donc là, dans ce que tu disais au tout début, là, ça peut être intéressant de prendre du charbon ou de l'ultralevure. Après, c'est arrivé chez certains patients que cela persiste. Certains sont allés voir un médecin pour essayer de trouver des solutions. Ce qui est le plus fréquent à l'arrêt du tabac, c'est plutôt les problèmes de constipation. Donc j'ai envie de dire, finalement, si on a des gaz, c'est que ça passe. Donc voilà, c'est que le transit se fait bien et c'est aussi peut-être plutôt un bon signe. Après, effectivement, ça peut être gênant si les choses persistent, mais quand même, en 10-12 ans, moi j'ai vu chez une patiente chez qui vraiment ça avait posé problème. Chez la majorité des gens, ça s'estompe très rapidement et c'est vite oublié. D'accord. Pourquoi certaines personnes, quand on arrête de fumer ou qui ont fumé des années, pourquoi certains développent des problèmes de santé dus au tabac et à leur tabagisme et d'autres presque pas ou pas du tout? C'est assez variable, ça peut être lié à plein de choses, la sensibilité de chaque fumeur qui est différente, il peut y avoir des différences génétiques selon les fumeurs aussi, on peut pas vraiment savoir à l'avance si on va faire des problèmes ou pas, qu'on soit fumeur ou pas d'ailleurs, donc ce qu'il faut retenir c'est que l'arrêt du tabac il est toujours bénéfique et que rapidement on ressent les bienfaits de l'arrêt du tabac. Et cela quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, ouais. D'accord. Je reviens sur une question de John que j'ai vu passer. Tes crises de sueur, là, c'est du manque. C'est une manifestation classique du manque. Oui. On retrouve ça. On retrouve ça dans l'arrêt du cannabis aussi. Donc tu vas. C'est le manque qui s'exprime et le manque s'exprime de façon tellement différente, pas que par des envies de fumer, mais aussi par tous ces soucis dont on a parlé. Et puis voilà. C'est vraiment important. Alors, on va parler des rechutes. J'aime pas ce mot-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire, une rechute, au fond? Mais enfin, des reprises de clope. J'ai arrêté 3 mois, j'ai une BPCO, je me suis remise à fumer, et j'ai du mal à me remotiver. J'ai l'impression de retourner en arrière. Et me demander, est-ce que je vais réussir un jour à arrêter, nous dit une copine. Une autre nous dit, après un arrêt de 26 mois et une reprise depuis 1 an, je n'arrive plus à retrouver le déclic pour arrêter de fumer. Comment je peux faire? Alors effectivement, on arrive déjà, on va rassurer tout le monde, oui, on arrive à arrêter de fumer, mais c'est vrai que ça demande des fois plusieurs tentatives. Il ne faut pas renoncer surtout, on va dire que la reprise, moi j'appelle ça des succès différés, fait fréquemment partie du sevrage. Ça peut être des fois intéressant de faire une balance décisionnelle, un petit peu des avantages, inconvénients à fumer, avantages, inconvénients à arrêter de fumer, faire un petit peu le point sur les motivations, les freins. Et puis, chaque tentative d'arrêt est un pas vers l'avant par rapport à la personne qui parlait d'aller en arrière. Non, à chaque fois, on avance et vers un sevrage durable. Donc, n'hésitez pas et reprenez votre sevrage. Et à chaque fois, vous apprenez et vous avancez. Et puis, lorsqu'on a déjà arrêté 26 mois, bravo. Donc, on sait faire. Donc, faites-vous confiance.
vous savez faire, donc il n'y a pas de raison de ne pas réussir une autre fois. Et puis, alors, ce fameux déclic, c'est des fois, parfois, effectivement, des fois, il y a un déclic, mais des fois, on l'attend longtemps et certains, c'est un petit peu le prétexte, j'attends le déclic et puis, sans déclic, j'ai peur de ne pas réussir. Faites-vous confiance, vous savez vivre sans tabac, vous l'avez prouvé, lancez-vous et tentez. J'ai tendance à détourner un célèbre slogan, 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des fumeurs ont essayé d'arrêter de fumer, ouais. Nous, on utilise l'image de Molimar avec le vol du canard. Quand un canard part sur l'eau, il fait pouc, 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 et il retombe sur l'eau, et puis hop, il s'envole. Mais bon, ce qu'on peut dire entre nous, c'est que quand tu as arrêté de fumer pendant X mois, et que tu t'es cassé la figure, tu as les grosses boules, et puis quelque part, on sait que si on arrête à nouveau, ce sera pour de bon, qu'on veut arrêter pour de bon. Et la fois précédente, quelquefois, on voulait arrêter pour de bon, mais il y avait une petite voix dans notre tête qui nous disait « Ouais, peut-être un jour tu vas refumer une petite clope, hein. » Et la petite clope, on l'a fumée, c'est devenu 2 clopes, c'est devenu un paquet, c'est devenu une cartouche. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va entamer un truc qu'on sent au fond de soi, qui sera définitif. Et donc, ça résiste à fond à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est tout ce chemin-là qu'on a à faire, à couper ces petits fils-là qui résistent, à les trouver, à les couper. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc, il faut se faire accompagner par des tabacologues ou par toute personne qui pourra nous aider aussi à décortiquer tout ça. Eh bien, on va passer dans la psychologie du fumeur, justement. Pourquoi, quand j'arrête de fumer, je ressens un grand vide ? Alors, la cigarette, elle est un objet, j'allais même dire, elle est quelqu'un qui est toujours présente, qui vous a jamais fait faux bond, sur qui vous avez l'impression peut-être de pouvoir toujours vous reposer. Elle vous a accompagné une bonne partie de votre vie et puis vous avez décidé d'arrêter de fumer. Donc bravo pour cette décision. Mais effectivement, vous pouvez ressentir ce grand vide parce que cette amie qui vous a accompagné, même si c'était une amie toxique, tout d'un coup, sans elle, vous avez un petit peu l'impression d'être perdu, de peut-être plus trop savoir comment faire certaines choses ou d'appréhender. Il y a des fois, l'appréhension est plus forte encore. Donc là, toujours, prenez le temps. À quoi servait cette cigarette dans ma vie et pourquoi je fumais ? Qu'est-ce que cela m'a apporté ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ? Comment je vais faire pour faire face maintenant aux événements du quotidien, tout simplement, sans cette cigarette sur qui je pouvais me reposer tout le temps. Donc, c'est assez fréquent, mais vous avez en vous les ressources nécessaires pour faire face sans produit. Donc, voilà, il faut se faire confiance. Ça, c'est important. Souvent, le fumeur, il a plus confiance en sa cigarette qu'en lui-même. Donc, faites-vous confiance. C'est une fausse amie. Alors, on a utilisé la clope pour gérer nos émotions, les bonnes, les joyeuses, les tristes. On a utilisé la clope même pour les gérer avant même de les ressentir, avant même d'avoir conscience qu'une émotion arrivait. On allumait une clope pour la sécher, pour la faire taire. Quand on arrête de fumer, ça déboule, c'est déboule à fond et on est secoué de partout. On ne gère plus, on ne sait plus gérer ses émotions. On doit réapprendre ça, à les accepter déjà et ensuite à les gérer, c'est compliqué. Quel conseil vous donnez dans ces cas-là ? Je pleure tout le temps au secours. Ça peut être, ça peut être des choses assez simples. On a parlé un peu de sophrologie tout à l'heure. Ça peut être par exemple de la sophrologie, ça peut être de la méditation avec des petites vidéos de petits bambous là sur YouTube par exemple. Ça peut être du yoga, l'activité physique, c'est vachement bien ça aussi pour ça parce que ça libère des endorphines, donc ça fait beaucoup de bien au corps. Ça va être des petites choses entre guillemets, mais qui vont être assez aidantes. On peut aussi compter un petit peu sur son entourage. S'il est aidant, il va beaucoup aider. Donc ça va être vraiment des choses un peu comme ça. D'accord. Ok. Bon, ça c'est des choses importantes parce que autre chose importante, je rêve que je fume. Je rêve tout le temps que je fume.
J'ai arrêté de fumer, je suis vachement contente, tout va bien, hein. Mais alors la nuit, qu'est-ce que je peux cloper? Et même que je fais des rêves où il m'arrive des trucs tellement atroces, mais tellement atroces que je suis obligée de fumer n'importe comment, ma vie n'a plus de sens. Alors, est-ce que c'est normal de rêver qu'on fume et comment on peut agir là-dessus si tant est qu'on puisse le faire? Alors, c'est assez fréquent de rêver que l'on fume, donc c'est pas du tout anormal ni inquiétant. Donc, alors, j'ai même des patients qui me disent, moi, ce qui est important pour moi maintenant, c'est que je sais que je rêve. Avant, je pensais que je ne rêvais pas, et ça me manquait de ne pas rêver, enfin, de croire que je ne rêvais pas, et maintenant je rêve. Donc, finalement, je fume dans mon rêve. Bon, l'important, c'est qu'au réveil, effectivement, on ait pris conscience que c'était qu'un rêve. Voilà. Y compris longtemps après l'arrêt. Et ça peut, mais c'est vrai que ça peut durer dans le temps. Et ça peut relancer des fois un petit peu les envies, mais après il y a certains patients qui sont contents au réveil de dire ah mais non en fait ce n'était qu'un rêve et donc voilà et qui tournent très vite la page. Notre conscient aussi il rêve et il déplace, Ouais. il condense. Il fait ce travail-là, il devient des fumeurs et il met en scène justement ce à quoi nous on choisit de renoncer. Hein, c'est vraiment complexe hein, un être humain, donc ça se met en scène. Et quelquefois on se réveille et on se dit merde, est-ce que j'ai fumé ou pas? C'est tellement présent chez nous qu'on se pose la question. On a pris beaucoup de plaisir dans le rêve à fumer. Ouais, moi je me cachais sous les tables pour fumer dans mes rêves. Ah ouais. J'en ai fumé des clopes dans mes rêves, vous pouvez même pas imaginer. Ah oui. Alors, une autre question et qu'on a vu passer aussi dans les commentaires. Je suis tout le temps énervée, excitée, comme une puce chaude partout, là, depuis que j'ai arrêté de fumer. Que je prenne ou pas des substituts, c'est la même chose. Est-ce que c'est normal? Alors, on a parlé d'être fatigué, flagada, flambi. Et si on est hyper énervé, est-ce que c'est normal aussi? Ça arrive? Alors, oui, ça peut arriver parce que finalement, l'arrêt du tabac, ça modifie pas le caractère de chacun. Donc, si on a une tendance à être un petit peu énervé de base, et ben effectivement, on sera aussi à l'arrêt. Cela dit, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que finalement, on est plus calme quand même quelques semaines après l'arrêt du tabac. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Pareil, c'est pas tout le monde, mais on va un petit peu vers ça. Parfois, ça peut être aussi cet énervement-là dû à un manque de nicotine. Donc peut-être qu'il peut y avoir des ajustements à faire dans les patchs, dans les formes orales, dans la vape, etc. Ça peut être intéressant de faire le point avec son tabacologue ou effectivement dans les groupes de soutien, etc. pour voir un petit peu si c'est complètement étrange ou si c'est normal. Mais globalement, c'est pas trop inquiétant et puis ça s'estompe aussi avec le temps. D'accord. Alors, 2 questions pour finir, et 2 questions très importantes. La première question, c'est est-ce qu'un jour ça s'arrête? Est-ce qu'un jour on peut se dire, moi j'ai plus envie de fumer, j'ai fumé pendant 20, 30, 40, 50 ans, mais là j'ai arrêté depuis un bon moment et puis ça compte plus le tabac. Ça n'a plus de sens pour moi de fumer. Je suis hors tabac, comme disait Molimar. Je ne refumerai plus. Ou est-ce qu'on est condamné désespérément à lutter toute notre vie contre des envies de fumer? Alors, lutter, non, quand même. On n'est pas condamné, effectivement. Par contre, avoir une envie de temps en temps, même au bout de nombreuses années, qui va passer, mais plutôt comme un flash. Tiens, si j'étais fumeur, là, j'en aurais bien pris une. Vous voyez, on entend des anciens fumeurs qui ont arrêté depuis 10-15 ans nous dire ça. Mais ils franchissent pas le cap de la prendre, et puis c'est pas douloureux, finalement. Mais c'est passé un petit peu comme un flash. Ça arrive assez fréquemment, effectivement. J'ai tendance à dire, moi, qu'effectivement, un sevrage réussi, c'est pas je pense peut-être plus jamais à la cigarette, mais j'y pense de temps en temps, mais ça peut être qu'1 ou 2 fois par an, hein. C'est pas douloureux et surtout je franchis pas le cap d'en prendre une à ce moment-là. Et là, on est ça permet d'aller jusqu'au bout de son sevrage tranquillement et sereinement. La majorité des gens sont sereins au bout de X années. Mais l'autre jour, effectivement, j'ai une patiente qui avait repris au bout de 20 ans. Voilà, comme quoi, une envie à un moment donné particulier de sa vie a fait qu'elle a craqué pour une. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme ces récepteurs s'étaient endormis, ils se sont réveillés
Mais vous voyez, son but, c'était pas de reprendre. Elle est arrivée même pas 10 jours après en disant j'ai besoin d'aide, il faut que j'arrête à nouveau. Donc voilà. Et son sevrage, là, maintenant, sera sans doute beaucoup plus solide que son sevrage Oui. d'il y a 20 ans. Alors, Molimar, il expliquait bien ça. Vous allez dire que je parle que de Molimar ce soir, parce que c'est pas Une bonne longtemps qu'il est référence. mort. Il nous expliquait qu'il y avait 3 types de personnes. Il y avait les fumeurs, il y avait les stoppers, les gens qui peuvent arrêter comme ça 10, 15 ans, mais qui auront toujours cette petite envie de fumer quelque part inscrite dans leur tête, et puis un jour, pouf, ils risquent de passer à l'acte. Et puis il y avait les ex-fumeurs, ce qu'il appelait les ex, qui sont hors tabac, qui sont plus concernés par le tabac. Moi, je peux apporter mon témoignage, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de fumer, et je fumais 50 clopes par jour, j'ai fumé 30 ans. J'étais une très grosse fumeuse et j'adorais ça, moi, j'aimais fumer. Et comme tous les fumeurs d'ailleurs, hein, c'est pour ça que c'est mes copains. Et franchement, je ne pense jamais à fumer. Je me dis jamais, tiens, là, j'aurais bien fumé une clope. Ou alors c'est pour rigoler avec des gens, quoi, en disant ouais, on va fumer une petite clope. Mais mais autrement jamais. Et ça me semblerait complètement incongru, hors de ma réalité, incongru de prendre une cigarette. Et pourtant, je me souviens très bien de comment je fumais. Hein. Je n'aurais pas de mal à reprendre une cigarette et à savoir comment fumer. Hein. J'ai fumé des millions de fois. Donc ça, c'est un geste qui est inscrit. Je ne le tenterai pas parce que j'en ai pas envie. C'est quelque chose qui a disparu de mon existence. Et ça, c'est vraiment important. Alors, donc, les fumeurs disent souvent, c'est vrai, comme la dame dont vous parliez, là, quelquefois, on a une grosse émotion, quelque chose qui nous submerge, et notre cerveau nous rappelle la solution. T'es stressé? Une clope. T'es fatigué? T'en peux plus. Il t'a laissé tomber? Une clope. Mais plus on avance dans son chemin de sevrage, moins ça fait effet et moins ça fait sens. Et à un moment, notre cerveau, il dit, oh, fait chier, elle fumera plus ou il fumera plus, c'est même plus la peine que je lui ramène une clope sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié, ça veut dire que c'est devenu historique, c'est loin derrière. Et c'est pas dans notre présent et c'est certainement pas dans notre avenir. En tout cas, on le souhaite et on le veut parce qu'il y a aussi cette motivation, cette volonté ce désir, c'est une histoire de désir, de ne pas fumer. J'aime pas le mot volonté non plus. Alors, dernière question, messieurs et madame. L'été arrive. À Brest, il va faire très chaud. On va avoir des soirées. On sera déconfinés, la vie sera belle, on parlera plus de ce foutu virus. Enfin, on va toujours rêver. Et l'été, les fêtes, la plage, l'amour, le cœur qui bat, les cocktails. Comment je fais pour résister l'été? Parce que l'été, c'est plus dur. Quel conseil vous donneriez? Eh ben, ça dépend un peu à partir de combien de temps on a arrêté de fumer. Mais c'est vrai que l'été, traditionnellement, on va dire, ça fait monter un petit peu les envies avec tous les exemples que tu as donnés, le barbecue, la plage, etc. Maintenant, la substitution, pour certains, ça sera peut-être pas l'été le bon moment pour l'arrêter. Adapter les doses, etc. Comme disait Christelle, se faire confiance, c'est important aussi. Et puis se dire qu'il y a eu plein d'étés probablement où on n'a pas fumé, où tout s'est très bien passé aussi. Donc on est vraiment dans la poursuite de tout ça. Donc c'est vraiment c'est une période qui peut-être un peu plus à risque dans le calendrier que d'autres périodes, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser craquer et puis se faire confiance, et puis ça va informer éventuellement son entourage, là aussi qu'on est en sevrage, etc. Donc là aussi, voilà. on peut prendre, par exemple, si on a un patch et qu'on a un peu peur, on peut prendre des pastilles ou une petite vape pour les soirées en se disant, comme ça j'aurai quelque chose qui m'occupera les mains et je vais pouvoir, avec de la nicotine bien sûr, hein, de façon à pouvoir... L'anticipation, elle est importante justement avant une soirée. Effectivement, augmenter sa dose de X ou Y substitut pour justement que ce soit une soirée dans des meilleures conditions et pas synonyme de craquage. Et puis on peut cumuler les substituts aussi, ou les aides. Hein. Donc je peux prendre des pastilles, avoir mon patch et avoir ma petite vape à côté. Encore une fois, la seule limite, c'est notre propre tolérance. Oui. Si je commence à avoir un mal de crâne, envie de vomir, etc., c'est que mon corps a suffisamment de nicotine. Mais sinon, je peux continuer à en prendre pour me permettre d'être dans des meilleures conditions.
Vous savez que ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. Ça passe vite, déjà. hein? Le temps passe vite. Ouais, ça passe vite. Alors, on aura l'occasion de vous revoir, hein, parce qu'on vous réinvitera pour d'autres aventures et d'autres questions. Je ne fume plus d'ici quelques mois. Ce sera un plaisir de vous revoir. Et avec un peu de chance, je viendrai vous voir à Brest même. On fera un direct. Oui, on t'attend avec plaisir. Ouais. Alors, avant de vous dire au revoir, je voudrais faire un coucou particulier, un gros bisou à mon complice Michel. Michel, je pense à toi, je t'embrasse, j'ai hâte de te retrouver, voilà. Et je voudrais vous annoncer notre prochain live qui aura lieu au mois de juin. Et au mois de juin, on va parler alimentation et kilos. Alors là, vous allez me dire, super Françoise, parce que c'est juste avant l'été, et là j'ai pris, et il faut vraiment que je perde, parce que le confinement, plus la défume, c'est l'horreur. Ouais. Alors, on va inviter une dame très sympathique, hein, je vais vous faire sa présentation ce soir ou demain, qui travaille en nutrition, qui a plein d'idées, qui va nous expliquer comment on peut mieux arrêter de fumer sans en payer le prix en taille de pantalon, et qui nous donnera plein de trucs, plein d'astuces, et qui va nous faire rire. Vous allez voir, ce sera très sympathique. Juste avant l'été, ça sera sympa. Christelle Daniel, je vous remercie, je vous remets à l'écran. Merci 1000 fois d'avoir participé. C'était la première fois qu'on recevait des infirmiers, tabacologues, addictologues. C'était pour nous un vrai plaisir, parce que vous les infirmiers, je parle des infirmiers en général, un sacré boulot dans les services d'addicto, de tabaco. Hein. Moi, je vous ai découvert quand j'ai fait mes stages de tabacologie. Et la première fois que je suis entrée dans un service de tabacologie, quand j'étais fumeuse, quand je venais juste d'arrêter de fumer, j'ai rencontré une dame qui était infirmière tabaco, qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Madeleine, et qui travaille avec Catherine de Bournonville. Et je voudrais la saluer, cette dame, parce que cette infirmière tabaco, c'est elle qui m'a dit « Craquez pas, on va vous aider. Je vous promets, on va vous aider. » Et qui m'a collé 2 ou 3 patchs, qui m'a bourré de pastilles, et qui m'a dit « Ma cocotte, tu reviens dans 3 jours. » Et cette dame, vous voyez, c'est plus de 11 ans après, je revois son visage, je me souviens de son prénom. Donc il y a un gros travail qui est fait par les infirmiers tabaco, addicto. Merci à vous, hein, vous les représentez ce soir. Donc je vous laisse conclure le petit mot de la fin. Alors la date du live de juin, je mettrai la date dès ce soir, vous inquiétez pas, sur le groupe et sur la page. Je vous laisse la parole, Daniel. Ouais, merci Françoise et Alain de nous avoir invités ce soir. On est content d'avoir pu participer. J'espère qu'on a répondu aux questions du groupe. Et puis voilà, on vous souhaite un très bel été. Ouais. Prenez soin de vous tous et toutes, et on espère à bientôt. Ouais, avec plaisir, Christelle. Et à très bientôt, et puis merci, un grand merci aussi. Effectivement, continuez à prendre soin de vous, et puis quelle que soit la méthode d'arrêt, l'important c'est d'arrêter. Tout à fait. Merci. Sur ces bonnes paroles, on va donc conclure et vous laisser. On vous souhaite une super bonne soirée. On salue les copains et les copines de Je ne fume plus. On salue les copains et les copines du groupe Breton Moi Sans Tabac. Vous avez une bonne adresse à Brest. Hein, on avait reçu aussi Véronique de Brest. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous en avez besoin. Ces professionnels-là sont là pour vous aider. On vous retrouve le mois prochain pour parler des fumes, perte de kilos et tétoride. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.